Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'analyse, de décryptage de l'actualité politique au Cameroun. Une actualité marquée cette semaine par ces manifestations de la brigade anti-Sardinard du côté de Genève en Suisse. Samedi dernier, ces derniers ont pris d'assaut le hall. Du moins, ces derniers ont manifesté du côté de Genève pour exiger le départ du président de la République, Paul Biya. Paul Biya qui séjourne donc depuis quelques jours du côté de la capitale helvétique. On rappelle également que les manifestants auraient donc donné 3 jours au président de la République du Cameroun pour revenir dans son pays, faute de quoi de nouvelles manifestations seraient bel et bien engagées. En ce moment même, au même moment, je disais, la Suisse a annoncé avoir également été sollicitée pour jouer un rôle de médiateur dans la résolution de la crise dite anglophone. Le département fédéral des affaires étrangères a par ailleurs annoncé que des rencontres avaient d'ores et déjà été engagées avec certains opposants pour peaufiner les stratégies afin de parvenir à un consensus. Quelles sont les chances de cette médiation suisse? Est-elle crédible pour mener à bien le processus de dialogue national inclusif? Autant de questions, mesdames et messieurs, qui constituent le fil conducteur de cette émission Chantier politique. Et pour en parler, nous avons convié, comme à l'habitude, un panel d'experts. Je commence par ma droite, David Eboutou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les autres copanélistes. Ouais. Merci de me convier sur votre tribune. C'est une première. Je découvre le milieu. Je trouve que le cadre est agréable. Et de telles initiatives, à mon avis, il faudrait davantage les encourager. Je salue certainement vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir. Et j'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes pour essayer d'édifier quelques-uns des questionnements qu'ils se posent aujourd'hui sur l'actualité plurielle de notre pays. Donc merci de m'avoir convié une fois de plus. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. J'accueille également un habitué de ce plateau de Chantier politique, Émile Bindi, membre du parti Univers. Il est avec nous ce soir. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien accepté notre invitation. Ce sera toujours un honneur de participer à vos débats et de pouvoir échanger avec vos nombreux copanélistes. Je profite de l'occasion pour saluer également vos nombreux auditeurs et téléspectateurs. Voilà, téléspectateurs surtout. On accueille Jean-Baptiste Temengue. Il est homme politique, militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est une première aussi sur notre plateau. Monsieur Jean-Baptiste Temengue, bonsoir. Bonsoir, oui, effectivement, je découvre le studio, agréable, et c'est un joli projet. Je salue tous vos téléspectateurs aussi. Merci de m'avoir invité à ce débat. C'est un plaisir, surtout pour nous, de vous avoir ici pour échanger de ces questions ô combien essentielles pour le bien-être de notre pays. On vous annonce qu'on aura un 4e panéliste. Il s'agit d'Olivier Bibounissac. Il accuse certains petits retards, mais il nous a rassuré quant au fait qu'il sera bien évidemment là. On le prendra en cours dans ce débat. Juste cette transition, on se retrouve derrière pour démarrer avec les hostilités. Je disais en introduction de cette émission, samedi 29 juin 2019, des Camerounais de la diaspora ont manifesté du côté de Genève en Suisse pour exiger le départ du président de la République, Paul Biya. Jean-Baptiste Temengue, vous qui êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comment avez-vous vécu ces manifestations de ce mouvement dénommé Brigade anti-Sardinard, dont le but était d'écourter le séjour du président de la République en Suisse? Alors, je le vis forcément avec un certain malaise, une honte même, parce que cela donne l'image d'un Cameroun qui serait à l'image de ce qu'on a déjà vu ailleurs. Notre pays ne mérite pas ce type d'image. Nous avons beaucoup de partis politiques, nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes de Camerounais à régler. Nous sommes d'accord sur tous ces problèmes d'ailleurs, sur leur existence. La malgouvernance,
la corruption, les détournements de fonds publics, le tribalisme qui remonte, une tension politique post-électorale qui n'est pas le fait du RDPC, mais que nous subissons tous. Donc tout cela et la crise sécuritaire dans le nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons tous le même souci, c'est de régler ces problèmes pour que le Cameroun vive en paix. Oui. Maintenant, quelle méthode utilisons-nous? Là est le problème. Et ensuite, quelle est la responsabilité du président Biya dans la résolution de ces problèmes? En tout cas, c'est lui qui a été élu par la majorité des Camerounais il y a moins d'1 an, donc qui est le chef de notre État. Oui. Nous en sommes fiers. Ceux qui l'ont élu, comme ceux qui ne l'ont d'ailleurs pas élu, donc il est le chef de l'État. Bien sûr. Donc il est le président de la République, de toute la République, donc même de ceux qui ne l'ont pas élu. Qu'une petite poignée d'extrémistes et intolérants s'engage aux yeux du monde à montrer cette image du Cameroun, cela est forcément très embarrassant. Ce n'est pas la méthode habituelle dans une démocratie normale, ces méthodes insurrectionnelles, violentes et avec des relents tribalistes, il faut le dire, parce que quand j'ai vu la liste de tous ceux qui s'activent là-dedans, ce sont des idéologies qui ne sont pas compatibles avec le projet Cameroun. Nous avons une diversité ethnique, une diversité culturelle, religieuse et tout. Nous devons... La première valeur qui peut permettre la cohabitation de toute cette diversité, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment admettre qu'il ne faut pas dépasser une certaine ligne rouge dans tout ce qu'on fait. Il faut accepter les différences, accepter que l'autre pense autrement. Et la première des acceptations, justement, c'est que il y en a qui estiment que le président Biya a déjà mis 37 ans au pouvoir, qu'il n'a pas bien travaillé. Ça, c'est leur point de vue. Mais il faut, la tolérance voudrait que si la majorité, nous, la majorité, le RDPC et d'autres partis politiques et d'autres Camerounais, même qui ne sont pas dans un parti, estiment que pour eux c'est leur meilleur président, l'esprit de tolérance voudrait que ceux qui le détestent, qui ne l'aiment pas ou qui le combattent, acceptent que pour l'instant c'est la volonté de la majorité. Au lieu d'aller présenter l'image du Cameroun qui aurait à sa tête un vieux dictateur, parce que ça, pour les Blancs, c'est des idées reçues qu'ils ont de l'Afrique, ce sont des préjugés, des idées communes qu'ils ont de l'Afrique. Mais le Cameroun, nous devons présenter autre idée du Cameroun, que nous ne sommes pas ce que les Européens pensent. Quand vous allez avec ce type de démarche montrer que en fait le Cameroun, c'est comme toute l'Afrique, l'idée que vous avez de l'Afrique. Donc on va confirmer ces préjugés-là et ce n'est pas acceptable. On vous a compris. Émile Bindi, il faut quand même dire que ces manifestations ont été portées par un groupe de personnes réunies au sein de la brigade anti-Sardinat, un mouvement qui est né durant la période électorale, durant l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, et qui s'est démarqué par la casse des ambassades camerounaises à Paris et à Berlin. Quelle est la perception que vous, en politique, avez dans tel mouvement? En réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces mouvements sont en fait des mouvements sociaux. En réalité, il s'agit purement et simplement d'interaction entre ceux qui sont détenteurs du pouvoir et ceux qui cherchent à l'acquérir ou à qui il fait défaut. Et donc, dans le cadre de cette interaction, il faut dire que ceux à qui il fait défaut le pouvoir recherchent généralement à se positionner comme des espèces de leaders et de porte-parole d'un certain nombre de causes, réelles ou virtuelles, pour des motifs avoués ou inavoués, qui peuvent être de nature nationale, tribale, ethnique, avec tout ce que cela comporte, et autres, politique et même idéologique. Ces mouvements sont généralement facilités ces derniers temps par un certain nombre de choses. Il s'agit premièrement déjà d'un environnement propice à l'insurrection. En dehors de cela, il y a également la viralisation, la rapidité, la célérité dans le traitement de l'information. Il y a les réseaux sociaux qui font également de l'info-obésité, qui interviennent également dans ce cadre-là. Et il y a la réceptivité de la population par rapport à un discours contestataire et réfractaire. Ces différents mouvements visent
généralement un certain nombre d'objectifs qui peuvent être au nombre de 4. Premièrement, il s'agit déjà pour eux d'exister, d'avoir une certaine identité et de se faire accepter afin de sortir de l'informel. Deuxièmement, il s'agit d'établir des ponts et des ramifications avec des formations politiques, des idéologies et autres pour pouvoir se greffer à elles afin de justifier leur action violente, barbare avec tout ce que cela comporte. Troisièmement, il s'agit pour elles d'influer sur le fonctionnement ou le déroulement des activités dans le champ politique afin de contourner les voies traditionnelles qui sont celles des partis politiques concourant naturellement à animer le champ politique. Et enfin, il s'agit d'attirer généralement l'attention d'observateurs extérieurs sur les autorités officielles afin de les décrédibiliser et même de les délégitimer. Oui. Donc, lorsque vous avez cet ensemble d'éléments, vous pouvez, à la lecture de ces différents éléments, comprendre quelle est l'action de ce mouvement et quelles sont ses motivations profondes. Il va sans dire que la lecture que nous faisons de l'action de ce mouvement est une lecture qui va rejoindre, peut-être malheureusement, celle du RDPC. Pourquoi? Parce que nous estimons que d'une manière ou d'une autre, légitime ou illégitime, bien élu ou mal élu, nous avons un président de la République. L'élection est terminée et il faut que les Camerounais cessent d'être hypnotisés par le spectre de cette élection qui continue à planer avec des présidents virtuels, des présidents déclarés élus, des présidents élus et toutes sortes de choses. Il est important de comprendre que d'une manière ou d'une autre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le chef de l'État est garant des institutions et ces institutions véhiculent un certain nombre de valeurs qu'il faut préserver, que l'on soit au pouvoir ou que l'on soit dans l'opposition. Ce sont donc les actes qui ont été posés par cette fameuse brigade en quête de reconnaissance, en quête de légitimité, en quête d'identité pour la majeure partie de ses membres, sont des actes qui sont condamnables et qui sont blâmables. Blâmables en raison de leur violence, blâmables en raison de leur barbarie, blâmables en raison de la vacuité du projet qui l'accompagne, blâmables en raison du type du discours et de l'image que ces groupuscules véhiculent, non seulement de la société camerounaise, de l'opposition camerounaise et de notre nation. Alors, David Eboutou, est-ce qu'il ne faut pas, il faut quand même dire que ces manifestations se tiennent dans un contexte où les marches qui ont été organisées par des partis politiques comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à l'intérieur du pays ont été interdites, quoique les organisateurs aient bravé les interdictions qui avaient été posées par les autorités administratives. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela en ce sens que ces revendications qui n'arrivent pas à être portées au plan interne sont déportés à l'étranger où il y a quand même une relative liberté d'opinion et d'expression? C'est peut-être par là qu'il faut situer le mouvement de cette brigade dite anti-Sardinat. Brigade anti-Sardinat. Parce qu'en réalité, au-delà de la question d'identification, il y a que aujourd'hui, ces mouvements d'humeur que l'on voit et qui sont portés par des compatriotes de la diaspora reflètent un certain malaise, une certaine frustration qui aujourd'hui s'exprime en eux d'une façon qu'on peut condamner ou pas, selon qu'on se retrouve dans des bords idéologiques différents. Maintenant, si on va dans le fond, il me semble qu'il y a une question d'instrumentalisation qui est un peu s'aborder l'esprit même de ces manifestations. Parce que quand j'ai écouté M. Atemengue tout à l'heure, notamment dans le champ lexical qu'il a employé, j'ai pu relever des vocables tels tolérance, extrémisme, tribalisme, etc. Ça, c'est exactement, si on se lance dans une approche conceptuelle, des vocables qu'on pourrait reprocher à son bord idéologique, qui font qu'aujourd'hui, on peut leur retourner la question de savoir pourquoi, effectivement, on n'assiste pas à cette tolérance-là quand les autres manifestent un droit qui leur est inhérent, qui leur est consacré par la Constitution, à savoir le droit de manifester, le droit de poster quand, de la liberté d'expression d'une manière quelconque, sans qu'on ne leur applique la gouvernance répressive qu'on voit ces derniers temps. Donc, cette tolérance-là, on pourrait bien la questionner. Vu sous leur prisme. Et même le tribalisme aujourd'hui, quand on interroge, quand on voit la flopée avec laquelle cette question-là est instrumentalisée
dans l'espace social, notamment les réseaux sociaux, etc., on voit très bien, au travers d'un certain nombre d'orientations et de trajectoires, d'où ces questions-là sont fabriquées. Ce sont bien les politiques en place qui instrumentalisent un certain nombre d'acteurs et qui viennent alimenter le débat tribal dans l'espace public aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question de la brigade anti-Sardina, il me semble que c'est un groupe de Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui pour la plupart au sein des diasporas et qui manifestent un mécontentement, un mal-être, qui essayent de le porter à leur manière. Mais maintenant, vouloir absolument rattacher ce mouvement-là à un parti politique, à une idéologie politique, me semble un peu maladroit du point de vue de l'analyse. Simplement pourquoi? Parce que il faut bien qu'on commence à faire la différence entre les sympathisants d'un parti politique et les militants. Il me semble qu'aujourd'hui, dans la mal-organisation qui a souvent habitué, qui a souvent fait le lit du fonctionnement des politiques au Cameroun, il me semble que beaucoup de figures ont souvent cherché à s'identifier sur des leaders qui peuvent être sérieux à un moment. Et il me semble qu'aujourd'hui, à travers cette organisation-là, on voit très bien que leur action aujourd'hui s'identifie sur la personne Maurice Kamto sans que la plupart de ces leaders en soient les militants. Une étude un peu plus approfondie, quand vous regardez les leaders de cette organisation-là, vous vous rendrez compte que la plupart n'avaient jamais milité dans des partis politiques quelconques auparavant et qui se sont simplement trouvés une figure inspiratrice, un symbole pour donner une trajectoire, pour donner un peu plus de substrat à leur lutte. Et c'est en cela que je pense qu'il y a un mélange qu'il faudrait dissocier pour ne pas qu'on entretienne une certaine confusion, qui veut absolument que quelques exactions qu'on pourrait reprocher à ce mouvement-là ou à ce groupuscule-là soient forcément l'œuvre d'un parti politique. Et quand je l'ai dit, il me semble effectivement que aujourd'hui, les leçons de patriotisme ne devraient pas toujours venir d'où on sait, c'est-à-dire que du parti au pouvoir, parce que la malgouvernance qu'on décrit, le corollaire de violence, tous azimuts que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la violence politique, économique, humanitaire et autres que nous voyons aujourd'hui et que nous vivons dans notre chair, en réalité est le fruit ou la conséquence d'une malgouvernance issue d'un système qui nous gère. Faut pas l'imputer à des gens qui ne gèrent pas ou qui ne sont pas au pouvoir. Et donc, verser constamment dans le déni et dans les dénégations pour trouver toujours en l'autre le mal, pour toujours en l'autre, pour trouver en l'autre la conséquence de ce qui nous arrive, je trouve cela un peu malsain dans l'analyse, parce que, et je sors par là, il est important aujourd'hui, et je crois que c'est ce qui nous a manqué dans ce pays, que les principaux responsables de ce pays fassent un mea culpa et reconnaissent leur tort à un certain moment. Un moment comme le nôtre, quelqu'un le disait tantôt, aujourd'hui nous traversons quand même une crise assez particulière où on peut voir du point de vue de la perception un certain enlisement, une certaine crispation même sur les visages. Quand vous marchez un peu de partout, vous sentez que les Camerounais en ont marre de cette crise-là. Mais les qui ont contribué à enliser cette crise, les qui ont contribué à crisper l'atmosphère politique aujourd'hui, c'est là le début du questionnement. Et si on répond à cette question, vous verrez très bien que l'humilité devrait être chez ceux aujourd'hui qui jettent plutôt le tort aux autres. Alors Jean-Baptiste Tatemengue, au lendemain de ces manifestations, la brigade anti-Sardina a tenu à faire le point en rendant public un communiqué dans lequel ils énumèrent les revendications. Nous avons par exemple l'arrêt de la guerre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la mise en place d'un dialogue national inclusif, la libération de Maurice Kamto et de ses alliés, libération également du leader ambazonien, Ayoub Tabé, et de tous ses généraux. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas quelque chose, je veux dire, est-ce que fondamentalement ces revendications n'ont pas de sens? Non, mais que peut-être ce soit la forme, mais que peut-être il y a un problème au niveau de la forme, mais que dans le fond... Non, toutes ces revendications, c'est des prétextes. Et je considère que l'analyse qui voudrait nous expliquer qu'il n'y a pas de lien entre le MRC et la BAS, c'est pas une analyse, c'est un point de vue. Vous voyez le lien évident sur les militants du MRC. Quand il y a eu saccage d'ambassade, non mais ça c'est la paresse intellectuelle. Ça c'est mon opinion. Et parce que je connais bien. Appelez donc sa opinion, mais pas de l'analyse. C'est de l'analyse parce que non, c'est pas d'avis tout à l'heure. C'est pas de l'analyse parce que si nous partons sur des faits, M. Tatemengue devrait nous justifier au travers des cartes et autres.
que ces gens-là sont des militants du MRC. Je vous dis que même en sciences politiques, qui est sa discipline, il faudrait qu'il fasse la différence entre un militant et un sympathisant. On vous a compris. Non, je considère que vous ne faites pas des analyses. C'est une paresse intellectuelle qui vous permet de prendre des choses sommairement et d'exprimer vos opinions. Ce n'est pas des analyses. Nous sommes un pays africain. La malgouvernance est structurelle. Le sous-développement est structurel. C'est vraiment incroyable. Dire à l'opinion nationale que tout se résume à un système et à un parti politique, c'est être paresseux intellectuellement, chercher des solutions concrètes pour proposer à l'opinion publique. C'est à vous de trouver des solutions. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes sympathisant des opposants. Donc vous n'avez pas... L'opposition ne gère rien, l'opposition fait des propositions. Mais il faut un programme politique. Il faut donc faire... cadre... Est-ce que vous pouvez me laisser m'exprimer? Lorsque vous voulez donc faire des propositions, vous devez dire sur le plan économique, comme le système actuel fait comme ceci, a signé les APE, d'une campagne électorale, vous avez jugé le programme. Vous n'aviez justement pas de programme économique. C'était des choses aberrantes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons suivi avant, pendant l'élection comme projet économique ou politique ou de réforme institutionnelle, c'était du nul. Sur le plan économique, quand quelqu'un vient et vous dit je vais multiplier le SMIC par 4, vous pensez que c'est sérieux? Alors Jean-Baptiste, j'aimerais qu'on revienne sur ces revendications. C'est pour dire, c'est pour dire que non, les revendications, c'est des prétextes. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un militant du RDPC. J'ai écrit un livre sur la corruption et le lancement de l'opération Épervier il y a 20 ans exactement. C'est alarmant. Sortir au Cameroun l'impasse. Donc au moment où je l'écrivais, M. Kamto avait plus de 50 ans. Il entrait au gouvernement. Il ne voyait pas qu'il n'y avait pas de corruption. Il ne voyait pas qu'il y avait des détournements massifs. Il ne voyait pas que le Cameroun pourrissait. Or aujourd'hui le Cameroun, moi mon âge, je vois évoluer le Cameroun. Si vous demandez même à la diaspora, quand elle vient ici, elle dit certes c'est pas l'Europe, mais elle vous dit mais c'est pas possible, ça avance. Même les plus critiques l'admettent. Alors, donc me dire que le Cameroun est l'enfer aujourd'hui, puis qu'il était, quand j'écrivais mon livre, c'est être de mauvaise foi. Donc tous ces gens sont de mauvaise foi et c'est des prétextes. Et je vais vous dire, la BAS est née des cendres de plusieurs autres organisations, la diaspora. Je ne suis pas d'accord que tous ne militent pas depuis. Il y en a qui sont nouveaux, qui militent. Mais les leaders sont de vieux militants. Comme qui? La plupart sont de vieux militants. Le patron, alors, je vais vous dire l'évolution. David Eboutou, permettez qu'il termine. Moi, j'ai été, la plupart d'entre eux viennent de France. J'ai été numéro 2 du RDPC en France depuis 2002. Oui. Voilà. Donc, j'ai côtoyé et fréquenté beaucoup de leaders qui ont produit ces résultats aujourd'hui. À partir du SDF, quand il y a dissidence du SDF, où il y avait les Christian Tabessing, les N'Djamen qui est aujourd'hui MRC, il crée le code. Qui commence avec ses méthodes, mais moins radicales. Donc le code organise les premières réunions, les premiers refus de visite du président. Je me souviens en 2009, ils avaient publié, il y avait déjà un peu les réseaux sociaux et internet, ils avaient publié que si le président vient en visite officielle en France, ils vont lui lancer des œufs et tout ça. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Donc c'est là où ça a commencé. Donc le code a commencé avec ça. Alors le code s'est transformé en élargissant sa base pour faire venir les anciens du Madidem de l'UPC. Donc dans le code, comme dans l'organisation, le CDD qu'ils ont créé après, il y avait une diversité ethnique et politique au sein de ces groupes. Quand le MRC naît, et ça, je le parle suite à des témoignages et à des réunions publiques, M. Kamto a été reçu par exemple par l'ambassadeur du Cameroun en Belgique avec tous les fonctionnaires qui y travaillent de façon officielle, puisque c'est un parti représenté à l'Assemblée. Il était accompagné de certains leaders, certains de ces leaders du BAS. Et quand on lui a posé la question, que faites-vous? Est-ce que vous êtes prêt à assumer? C'était lors d'une réunion publique. C'était pas la seule. On lui a posé la question. Donc c'est la démagogie aujourd'hui et du pur mensonge de dire que la base ce n'est pas les militants du MRC. Et raison de plus pour les assimiler, il a appelé
à la résistance ici et ailleurs. D'accord. Et ils ont agi le même jour que le marché ici. Ils ont aurez l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, mardi dernier en Suisse, c'était la même méthode des manifestations illégales. L'intolérance, est-ce que la police suisse, agissant dans un pays démocratique et légal, la police suisse est intolérante comme le RDPC, quand les gens sont de façon irréversible, anti-républicain et contre toute forme de démocratie et de légalisme, ce sont les mêmes réactions. D'accord, on vous a compris. Alors, Émile Bindi, est-ce que vous voyez un lien direct entre la brigade anti-Sardinat et le mouvement pour la renaissance du Cameroun? David Eboutou parlait tout à l'heure d'un ensemble de mouvements contestataires qui ont toujours existé au sein de la diaspora, des mouvements parapolitiques. Peut-être ont-ils vu en la figure de Maurice Kamto celui qui pouvait être au mieux une alternative au président de la République, Paul Biya. Comment est-ce que vous percevez ce rapport entre le MRC et la BAS? Bien, il faut déjà, pour revenir, avant même que de répondre directement à votre question s'agissant du rapport, il faut dire que vous avez posé une question tout à l'heure sur le mobile ou le motif, renvoyant probablement un exutoire de ceux-là qui n'arrivent pas à marcher au Cameroun et qui marchent à l'étranger. Je pense que premièrement, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas réellement d'un exutoire. Il ne s'agit pas d'un exutoire, pourquoi? Parce que il y a une distinction, une dissociation et une différenciation qu'il faut faire entre les marcheurs du Cameroun et les marcheurs de l'étranger. Première des choses. Deuxième des choses, les frustrations qu'ont vécu les marcheurs du Cameroun du fait de la répression violente qui a suivi ne sont pas transmissibles moralement ou intellectuellement à un certain nombre de personnes qui n'ont ni participé au processus électoral, ne se sont pas inscrits sur les listes, n'étaient même pas présents lorsque les leaders des différents partis politiques allaient leur faire la cour à l'étranger et bien d'autres choses. Maintenant, est-ce que cela marche parce qu'en réalité il s'agit d'un exutoire? Ceux de l'étranger maintenant, est-ce qu'il marche parce qu'il s'agit d'un exutoire lié à l'absence des marches au niveau du Cameroun? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport tout simplement. Pourquoi? Parce que les problèmes que rencontrent les Camerounais à l'étranger sont différents des problèmes que rencontrent les Camerounais au Cameroun. Il y a un contexte qui est précis, il y a un contexte politique qui est précis au Cameroun, il y a un contexte économique, il y a un contexte social. Ce n'est pas la même chose à l'étranger. Mais justement, les revendications ne sont pas celles des Camerounais de la diaspora. Nous n'occultons. S'il vous plaît, je vous relance. Les revendications ne sont pas uniquement celles de la situation, liée à la situation des Camerounais de la diaspora, mais à la situation globale du Cameroun. Voilà pourquoi j'en viens. Nous arrivons donc maintenant à la question de la légitimité de ces revendications et des rapports qui peuvent donc être établis avec le MRC. Il est difficile, mais je dis alors extrêmement difficile, de dissocier le MRC des manifestations de la brigade anti-Sardinat. Pourquoi? Premièrement, parce que sur le plan linguistique, le vocable utilisé et le registre de langue utilisé est le même que celui du MRC. Ensuite, les effigies qui sont brandies, les images qui sont présentées sont celles du MRC. Troisièmement, de son président. Naturellement. Troisièmement, les orientations politiques prises par cette formation qui s'est solidarisée avec les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest par opportunisme politique. On l'observe également dans le cadre des revendications de cette brigade dite anti-Sardinat. Et on se pose donc la question à un moment donné, celle de savoir, voilà pourquoi je disais en réalité ce sont des gens qui sont en quête de légitimité. Mais on se pose la question de savoir si les ponts n'ont pas déjà été établis, les bases n'ont pas déjà été jetées et il n'y a pas une identité désormais entre la brigade anti-Sardinat et le MRC. Tout porte à croire, au regard de ce que l'on observe, qu'il s'agit du bras armé de cette formation politique, en attendant que les militants du MRC, et plus précisément le président de cette formation politique, nous présentent le contraire. Mais pour l'heure, au regard des faits, au regard du discours, qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple, Maurice Kamto, pour se... Jusqu'à présent, pour se démarquer de jusqu'à présent, les responsables du MRC
plus précisément le président et les hauts responsables, ne se sont pas désolidarisés de cette action. On a plutôt eu l'impression qu'il y avait une collusion dans le cadre de l'exécution de ces actions. Et nous attendons toujours de voir une sortie, de voir un communiqué de Maurice Kamto. Il est devenu très poète en prison. Mais nous n'avons pas vu un document officiel disant clairement qu'il se désolidarisait des actions de la base, qu'il condamnait ces actions avec la dernière énergie et qu'il était un homme épris de paix, qui estimait que le changement peut se faire par les urnes et non par la rue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous attendons toujours. Merci. Alors, David Teboutou, samedi dernier, on a également eu droit à des presque affrontements entre ceux de la brigade anti-Sardinard qui revendiquaient le départ du président de la République et ceux réunis au sein d'un autre mouvement appelé Brigade des Patriotes qui sont allés par contre pour soutenir le président Paul Biya. On a frôlé l'affrontement entre les deux camps. Est-ce qu'il ne faut justement pas craindre le pire lorsqu'on voit cette diaspora camerounaise en lieu et place de travailler main dans la main, s'étriper ainsi sur des questions politiques? D'abord une précision avant de continuer pour prendre la chute de M. Binzi, pour dire que je ne sais pas quel type de sortie il faut que vous demandez au professeur Maurice Kamto pour se démarquer, pour vous montrer la preuve patente qui finirait par vous convaincre qu'il n'est pas dans une quelconque collusion avec la brigade anti-Sardinade. Il me semble que cette semaine, il y a eu des sorties. Oui. La fédération MRC États-Unis s'est prononcée, le porte-parole de Maurice Kamto, Bibounissa, qui certainement va nous rejoindre, a publié tout un communiqué cette semaine encore pour dénoncer ce qui s'est passé là, dénoncer la violence qui s'est passée là et s'est démarqué. Donc je ne sais pas. Et même la vice-présidente du qui l'a dit dans ses dernières sorties à Bamonjou, à Bamongoum et Téchira et tout. Alors, donc je ne comprends pas. Voilà quelqu'un, je vous en prie. Je vous en prie. Parce que voilà quelqu'un qui se retrouve en prison. Monsieur Bindi, vous ne savez pas certainement ce que c'est qu'être embastillé en satrapie ou en dictature. Quand on vous embastille dans une dictature comme la nôtre, il est extrêmement difficile que vous puissiez porter une voix et que, en face, qu'on vous dise qu'effectivement, cette voix-là vient de vous. Simplement parce qu'il n'y a pas de... On coupe tout moyen de vous rendre crédible. C'est ce qui se passe avec le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, ce n'est que par ces tentacules-là qu'il peut communiquer. Et malheureusement, nous sommes obligés d'écouter, de se fier à ces canevas de communication là qui sont les relais aujourd'hui crédibles du professeur Maurice Kamto. Oui. Je vous l'ai cité, allez vérifier. Ils se sont démarqués et ce sont les faits. Contrairement à ce qu'a débité tout à l'heure M. Atemengue qui raconte n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Restons polis, non, vraiment n'importe quoi. Allez-y. Et donc c'est peut-être une vérité qui te dérange. Ce que je dis, ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est une très bonne question. Simplement pourquoi, quand on a vu ces gars là dit brigade des patriotes également venus de France et Téchiratou, et qui tout de suite ont mis sur les réseaux sociaux un discours assez violent, promettant des rixes avec leurs compatriotes dits de la brigade anti-Sardinard. Qui a armé ces gars-là? Qui les a financés? Comment se sont-ils retrouvés là-bas? Et comment se sont-ils organisés pour promettre une vendetta et tout ce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux à ces gars-là? On peut également poser la même question pour ce qui est la question, je la pose à Atemengue pour dire que, en réalité, tout ce qu'ils dénoncent, c'est eux qui fabriquent tout ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. Le tribalisme, la rixe dont on est en train de dénoncer aujourd'hui. On voit très bien que le système en place... Monsieur Atemengue, je vous en prie. Vous aurez l'occasion de réagir juste après lui. Allez-y, poursuivez. Les patriotes sont là. On a vu, j'ai relayé une vidéo sur mon mur. L'un de ces représentants dit des patriotes, un certain Ahmed Kamer, parce qu'eux aussi, comme les gars de la brigade anti-Sardina utilisent des pseudonymes. Un certain Ahmed Kamer, ça que j'ai vu sur un plateau à la CRTV récemment, où M. Atemengue passe souvent de temps en temps. Voilà des gars qui ont mis en avant un certain type de discours. Presque génocidaire. J'ai suivi ce monsieur rappeler que les Bamileke ne seront jamais présidents dans ce pays tant que les bêtis ou les boules sont au pouvoir. Des choses comme ça. Alors, ça c'est un discours qu'on ne peut pas, qu'on laisse faire, qu'on laisse passer. Quand il s'agit de quelqu'un qui se dit patriote, M. Atemengue en a fait fi tout à l'heure. Mais quand les autres essaient effectivement ou également de réagir ou de contrecarrer ses actions à travers les mêmes propos, ça devient donc ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va tout droit vers le tribalisme, vers l'intolérance et tout ce que M. Atemengue a décrié. Non, je pense très sincèrement, et c'est votre chute qui m'intéresse, que effectivement aujourd'hui, si rien n'est fait
nous allons tout droit vers un déchirement qui peut avoir des conséquences incalculables. Oui. On a vu les Camerounais batailler, on a vu les Camerounais s'affronter sur un territoire étranger. Et il me semble que la question fondamentale qui devrait nous interpeller, c'est comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé aujourd'hui à voir des Camerounais issus d'un pays dont on a souvent dit qu'il est un havre de paix, qui a souvent été pris pour modèle par les autres aujourd'hui, en arriver à se battre à Mondovision devant les caméras du monde entier. La question est toute simple. C'est 37 ans de malgouvernance, de frustration qui font qu'aujourd'hui, des Camerounais s'entraînent. Et on voit très bien que si vous avez fait une petite étude en termes de nombres et de symboles, vous avez très bien vu que la petite poignée des supporters du camp de M. Atemengue qui ont été financés pour venir jouer cette comédie-là, à la réalité, n'était là que simplement parce qu'ils défendaient des extrapontins, de quelques membres de la famille, de quelques amis et autres qui les y ont envoyés. Et en face, on ressentait très bien qu'il s'agissait là d'un groupe qui était là pour défendre. Et c'est, permettez-moi de sortir en un mot. Non, en un mot vraiment. Oui, en un mot pour dire à monsieur Pour Bidji tout à l'heure. quoi, l'intérêt général? Tu peux ne pas terminer. Je voudrais sortir en disant un mot à M. Bidji qui a dit tout à l'heure, qui m'a quand même, quelque chose tout à l'heure qui m'a quand même assez inquiété. Quand il dit qu'il y a une différenciation qu'on doit marquer entre les actes que posent les diasporas camerounaises aujourd'hui et les actes que posent les compatriotes au niveau territorial, au niveau national aujourd'hui. Il dit non, vous savez, nous sommes tous Camerounais. Ceux-là, aujourd'hui, qu'on retrouve dans les marches des diasporas, sont partis d'ici parce qu'animés par un certain nombre de frustrations. Quand nous parlons, M. Binzi, du code électoral consensuel aujourd'hui, vous savez très bien que cela pense effectivement qu'à partir d'un code électoral, par exemple, consensuel, qui pourrait faire l'objet d'un compromis, il pourrait directement influer sur les affaires de leur pays. On pourrait multiplier comme ça des cas qui font que les gardes de la diaspora aujourd'hui savent très bien qu'ils peuvent interagir sur un certain nombre de questions de notre pays aujourd'hui à travers un certain nombre d'actions qu'il mène. Donc on ne peut pas différencier de tout de go un certain nombre d'actions qu'il mène et les actions qui sont menées par ceux qui sont restés au pays. David Eboutou, merci, je vous en prie. On reviendra justement sur cette question de la diaspora. Mais en attendant, Jean-Baptiste Atemengue, au vu de tous ces événements, ces manifestations, tant au plan interne, il faut le dire, qu'à l'extérieur, est-ce que cela ne devrait pas amener justement les autorités camerounaises à reconsidérer leur perception du jeu démocratique au Cameroun aujourd'hui? Non, ce n'est pas aux autorités camerounaises de reconsidérer le jeu démocratique. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que j'ai été témoin de la naissance du Code. C'était la première organisation parapolitique en France. Ceux qui estimaient qu'au SDF et dans les autres partis, l'UDC, bien représentés en Europe, ils n'arrivaient pas à porter leurs revendications, en tout cas avec les mêmes méthodes. Parce qu'il faut savoir que tous les autres partis politiques ont des représentants, des sections en Europe et aux États-Unis. Y compris le MRC. Y compris le MRC et le Njoko Alain, qui est le représentant, je le connais très bien depuis 92. C'est pour ça que je dis que ces gens, c'est les mêmes gens. Parce que ce soit Njoko Alain et Fogué, que j'ai côtoyé et fréquenté à Strasbourg, je peux vous dire les ramifications et quelle était leur idéologie. Parce que Njoko Alain et M. Fogué, quand ils étaient abordés à l'époque par les militants du SDF, ils trouvaient les militants du SDF très souples, que ces gens n'étaient pas capables de porter l'idéologie. Ceux comme Célestin Jamen qui avaient adhéré avec Christian Tabeting au SDF, ils ont été déchantés et sont revenus les rejoindre pour créer le Code. C'est ça l'histoire de ces organisations. Et je me souviens de la création du Code. Quand vous parlez de légitimité de fusion à les revendications du Cameroun et ceux d'ici, à la première assemblée générale de création du Code, étaient invités, entre autres, Anissé Ekane, qui était président du Manidem à l'époque. Il y avait un représentant du SDF, le président de la section SDF d'Allemagne, et un représentant du NEC d'ici. Donc il y avait des représentants de partis politiques quand même lors de cette assemblée générale. Et je peux vous dire que la discussion majeure qui a eu lieu à l'époque, c'était le président Anissé Ekane, qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas être progressiste. Nous ne sommes pas d'accord. Il a son camp idéologique. Fondamentalement, nous sommes opposés là-dessus. Mais Anissé Ekane et tous les représentants des partis politiques légalisés leur disaient, mais à vous entendre, on a l'impression qu'au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer. Nous ne venons pas vous demander de créer une nouvelle forme de résistance ici. Nous voulons vous demander de nous soutenir. Nous évoluons
au Cameroun, ça a beaucoup avancé. Là, on était en 2004. Oui. Il leur disait, ça fait 14 ans que le chantier démocratique est suffisamment avancé au Cameroun. À vous entendre, c'est comme si nous sortons du Cameroun, nous vivons, la démocratie a beaucoup avancé. Et donc, nous étions en 2004. Aujourd'hui, 15 ans après, vous pouvez imaginer que les partis politiques et la démocratie, la problématique de la démocratie au Cameroun peut être réglée par des intolérants et une brigade de terroristes qui agissent là-bas. Vous pensez que c'est ça qui va faire adopter un code? C'est vous qui embastillez systématiquement des gens qui marchent. Laissez-moi m'utiliser des vocables à travers l'extrémisme, le tribalisme. C'est vous les intolérants. Est-ce que quand vous évoquez les évolutions en termes de démocratisation aujourd'hui, ceux qui ont souvent revendiqué ont eu besoin de brûler, de saccager les ambassades, des ministères? Non, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils n'ont pas eu besoin de saccager des ambassades pour obtenir déjà la création de l'ECAM, pour obtenir le code électoral actuel. Au départ, c'est le MINAT qui organisait. Donc, on n'a pas besoin de brûler tout le Cameroun pour avoir un code électoral consensuel. D'ailleurs, le mot consensuel veut dire qu'on n'est pas en guerre. Il ne faut pas entrer en guerre pour tomber dans le consensus. Comment on n'a pas besoin il y a des règles. Il y a des règles du jeu qu'on peut faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on en appelle à la tolérance. Moi-même qui suis du RDPC, allez demander, j'ai écrit. Je crois qu'aucun opposant, ni M. Campbell, n'a écrit aussi durement, noir sur blanc, sur les détournements de fonds publics que moi. Mais je suis du RDPC. Je ne suis pas allé brûler les ministères parce qu'on y vole. Je ne suis pas allé saccager les ambassades parce qu'on y vole. Alors, il y a aussi la question, je vous relance, de l'interdiction des marches, par exemple, organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que cela ne contribue pas davantage alors, vous avez à radicaliser les opinions? Non, la démocratie dans le monde, dans l'histoire des évolutions des démocraties, la liberté de manifester publiquement n'est pas absolue, même dans les démocraties les plus avancées. Dans toutes les démocraties au monde, l'autorité administrative a le droit d'interdire. Alors, nous ne sommes peut-être pas dans une phase où on laisse manifester publiquement beaucoup plus qu'ailleurs, mais tout cela fait partie d'une patience et d'une tolérance. Ça va évoluer. Ce n'est pas parce que on viole toutes les lois, on instaure l'anarchie, qu'on obtient la liberté. Au contraire, l'anarchie est anti-liberté. Elle est liberticide. Parce que lorsque nous tombons dans le piège de nos voisins, vous pensez qu'en RDC, quand les gens ont pris les armes pour dire nous conquérons le pouvoir, pas par les unes, par la force, ils ont eu beaucoup plus de liberté? Non, ils ont eu l'anarchie. Et c'est le bas peuple qui a payé. Vous pensez que quand en Côte d'Ivoire, les gens... Martin Fayoulou a continué de revendiquer sa victoire, sa prétendue victoire. Il est où? Bon, il est hier encore. Il a été embastillé? Non, hier encore, je suivais le nouveau président de RDC. Il est arrivé. Il a essayé de décrisper l'atmosphère. Il y a encore des problèmes de sécurité, donc il a encore besoin d'une assistance militaire. Mais au niveau politique, il a essayé de libéraliser un certain nombre de choses. Ce week-end, on lui a posé la question en direct. Depuis que 6 mois que vous êtes là, pourquoi c'est maintenant que vous commencez à nouveau à interdire les manifestations? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu exactement que je suis venu avec toutes les bonnes intentions, mais je considère qu'il y en a qui confondent liberté et anarchie. On ne peut pas avoir de liberté dans l'anarchie. Et les manifestations qui devaient avoir lieu ce week-end, y compris de ceux qui revendiquent encore des victoires là-bas, ont été interdites. Et ce sont des risques énormes en termes de sécurité qu'on prend pour des militants, parce qu'il y a un risque de mort d'homme, soit du côté de la police, soit du côté des militants. On ne fait pas avancer un pays par la violence. Jamais. Merci. Réaction? Oui, mais j'attendais que M. Atemengue nous démontre aussi la collusion entre des brigades créées de façon conjoncturelle, les patriotes et Téchéra, qui sont financés à Yaoundé et qui promettent bagarres et toutes sortes de rixes violentes qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ça existe avec un discours extrêmement violent. On dit de façon exacerbée que les Bamileke ne seront jamais présidents au Cameroun et Téchéra. J'attendais qu'il fasse cette démonstration-là. Maintenant, il a puisé, maintenant c'est mon temps de parole. Maintenant, il a puisé des exemples qu'il sélectionne par un coup.
On a vu récemment à RDC quelqu'un comme Martin Fayoulou qui a continué à réclamer une prétendue victoire, qui pourtant est en liberté. Il sélectionne comme ça quelques morceaux choisis de sortie de monsieur l'actuel président Tshisekedi oui. et Téchera, qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons ici. Ce qu'il faut dire. Sur le principe, c'est la même chose. Ce qu'il faut dire. Sur le principe, c'est exactement la même chose. Il y a confusion entre liberté et anarchie. C'est ce qu'il a dit hier. Voilà, merci. La prochaine fois, on va vous laisser sur un plateau. Alors, Émile Bindi. On vient là seulement dire amen. Hein. Tu m'as coupé plusieurs fois. C'est un dialogue, c'est une discussion. Depuis que je m'exprime ici, de temps en temps, tu m'interromps pour parler. Donc. Alors, Émile Bindi, il faut dire qu'à l'issue de ces manifestations du samedi 29 janvier dernier, qui ont été, il faut dire, réprimées par la police helvétique, les membres de cette brigade anti-sardinage, je l'annonçais dès le début, ont donné 3 jours au président de la République du Cameroun pour quitter Genève et se rendre à Yaoundé, auquel cas ils reprendraient avec leur manifestation. Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité du chef de l'État? Parce que je rappelle quand même qu'avant mardi, certains ont pu s'approcher de cet hôtel et même rentrer dans le hall. Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité du chef de l'État aujourd'hui? Je pense qu'il ne faudrait pas craindre pour la sécurité du chef de l'État. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, ces manifestations participent davantage d'une action politique pathologique empreinte de spectacularisation. Il s'agit beaucoup plus à travers la surmédiatisation de cela et de l'usage de ce discours humanitaro-défensif pour voir dans quelle mesure susciter, attirer l'attention de l'opinion internationale afin que celle-ci essaye de faire pression sur le chef de l'État. Donc, sur le plan sécuritaire, je pense que sa sécurité n'est pas mise, je pense que sa sécurité n'est pas en danger. Et c'est ici le lieu, tout de même, de reconnaître qu'il y a eu quelque part, de la part des instances étatiques helvétiques, je ne vais pas parler de négligence, mais ça s'apparente quand même à cela, le fait qu'on ait permis que quelques membres de cette brigade anti-sardinade se retrouvent dans le hall de l'hôtel, comme on l'a vu, et qu'il y ait cette bagarre entre d'un côté les forces de l'ordre ou alors la sécurité rapprochée du président de la République et les membres de cette brigade. Je pense que ce soit le gouvernement helvétique, que ce soit le chef de l'État, chacun a tiré les leçons de cet événement et je pense qu'ils prendront les mesures qui s'imposent. Deuxième élément, il faut dire que la violence n'appellera toujours que la violence. Nous sommes tous de l'opposition, mais tous les opposants n'ont pas utilisé un discours tribaliste, n'ont pas indexé une certaine tribu, parce qu'en réalité l'élection présidentielle était la rencontre entre un homme et un peuple autour d'un programme politique. Mais le discours tribaliste a été inauguré, je dis bien officiellement, au-delà de ce discours qui était rampant dans les administrations, dans les familles et tout, officiellement au Conseil constitutionnel, et vous savez par qui? Dites-nous. Vous n'avez qu'à regarder les images. Alors, donc, vous comprenez donc qu'à partir d'aujourd'hui, on peut comprendre que par réflexivité et même par réciprocité, certains répondent à ce discours tribaliste par un autre discours tribaliste. Et que certains répondent à un discours violent par un autre discours violent. Je pense que quelque part, les responsabilités sont partagées. Autant la victimisation excessive du RDPC, du gouvernement en place et tout, n'est pas acceptable. Autant également, de l'autre côté, la victimisation excessive de certaines formations de l'opposition n'est également pas acceptable. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Voilà la question. Nous en sommes arrivés là justement parce que des gens ont de toutes pièces fabriqué un certain nombre de choses. Des gens de toutes pièces ont créé des victoires qui sont à la limite chimériques et qu'on n'a jamais pu prouver, y compris même le candidat du parti Univers. Y compris le candidat du parti Univers, naturellement. Donc, de ce point de vue, nous disons que ce type de comportement est blâmable. Il y a eu un processus électoral qui a été émaillé d'un certain nombre d'incidents que nous connaissons. Il y avait des voies pour vider cela.
le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Il y a des problèmes aujourd'hui, des questions en rapport avec le code électoral, des questions en rapport avec les textes sur la décentralisation et bien d'autres. Quel est le meilleur moyen d'impacter sur le dispositif politico-institutionnel afin d'influer pour qu'il y ait une transformation de ces situations qui sont pathologiques? Eh bien, les échéances à venir doivent nous donner l'opportunité de séduire davantage les électeurs afin de pouvoir avoir une place sur la table qui permet de faire avancer ces différents éléments. Je rappelle que le code électoral, on ne le modifie pas dans la rue. Je rappelle que la loi, la loi sur la décentralisation et tous ces textes qui comportent des dispositions scélérates, on ne les modifie pas dans la rue et qui plus est encore à Genève. C'est à l'Assemblée nationale, c'est au sein des instances décisionnelles où s'exerce ce pouvoir qu'il faut le faire. Merci. Alors David Eboutou, au cours de ces manifestations, il faut quand même dire qu'un journaliste d'une chaîne suisse a été agressé. Je parle des manifestations de mardi dernier entre la garde rapprochée du président de la République et des membres de la brigade anti-Sardinard. Donc je disais, un journaliste d'une chaîne suisse a donc été agressé. Son matériel lui a été retiré avant de lui être rétrocédé par la Suisse, à travers le département fédéral des affaires étrangères, a notamment réagi, réaffirmant que la liberté de la presse était consacrée dans son pays, des règles dans l'espace public également. Alors, au vu de tout cela, est-ce qu'il ne faut peut-être pas craindre une forme d'affrontement diplomatique entre le Cameroun et la Suisse si ce type de manifestation tenait à se répéter, notamment sur le territoire helvétique? Mais on voit très bien qu'il y a des failles. Il y a eu des failles sécuritaires au niveau justement de l'entourage du président de la République. Il me semble que c'est inédit. C'est la première fois que cela arrive. Alors disons que les enquêtes sont encore en cours. Voilà. Ce n'est pas directement établi que c'est la garde du président de la République qui aurait agressé. Néanmoins sur la base des images qu'on a vues, vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est l'information instantanée aujourd'hui. Avec les images qu'on a vues, on a très bien compris qu'il s'agissait très bien là d'un journaliste effectivement qui n'était pas camerounais, qui s'était fait agresser par quelques membres de la sécurité du président de la République. Nous avons suivi des voix et autres et tout. Donc on peut au moins alléguer cela parce que même un certain nombre de chaînes au niveau occidental ont pu relayer cela et on a compris cela ainsi. Donc, mais comme vous dites que les enquêtes sont en cours, j'imagine effectivement que quelques responsabilités seront établies. Mais je voudrais rapidement revenir sur ce que disait mon ami Alors sur l'incident diplomatique d'abord, avant de... Sur l'incident diplomatique. Oui. Est-ce que cela peut créer la récurrence de ce type de manifestation et des incidents? Je pense que l'incident diplomatique pourrait plutôt venir d'une action qui m'a semblé être une action totalement ubuesque et incongrue qu'on a vécue à Yaoundé pendant le jour dit de la marche à Genève. Alors, il se passe que quelques membres du parti de M. Atemengue ont financé quelques badauds et qui ont été conduits du côté de l'ambassade suisse au Cameroun avec des plaquettes, avec des messages totalement hostiles à l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. Et on l'a vu, les images ont circulé. Donc voilà des problématiques qui pourraient intéresser M. Atemengue pour dire que vous qui vous souciez tant de l'image et convoquez de temps en temps un souverainisme de mauvaise aloi ou parfois un panafricanisme désuet, il faudrait interroger ce genre d'images-là pour vous dire que les mêmes partenaires d'hier qui vous ont souvent accompagné et qui, peut-être on va y revenir tout à l'heure, sont aujourd'hui en train de vous y aider dans la logique d'une désescalade en termes de médiation. Il faudrait plutôt travailler à ce que de telles initiatives ne soient pas portées par vous. On l'a vu, c'est des faits. Il faudrait vous interroger dans ce sens-là. Donc, pour revenir rapidement sur ce que disait le frère Binzi, il me semble quand même que la plupart des avancées démocratiques qu'on a eues dans ce pays, M. Binzi, n'ont pas été données sur un plateau en or par le régime. Cela l'a été à l'arraché, à travers un certain nombre d'actions et tout. Et donc, il me semble que si on reste dans le discours que vous avez semblé faire prévaloir tout à l'heure, à savoir qu'il faut continuer dans nos débats, il faut simplement attendre les prochaines échéances pour attendre encore une autre et en attendre encore une autre, il me semble que cela confortera le régime perpétuel que nous dénonçons aujourd'hui. Parce que effectivement, c'est dans des espaces comme ceci, c'est dans des entrebouchements, des espaces comme ceci, qu'il y a
une certaine dynamique de force qui est mise sur pied pour essayer de voir comment faire fléchir ce système en termes de rapport de force. Parce que toute liberté s'arrache, toute portion de pouvoir s'arrache, M. Bizi, on est d'accord là-dessus. Et on ne peut donc pas penser que ce régime qui dure depuis 37 ans est prêt à concéder quelques portions de ses pouvoirs. Quand je parle de portions de pouvoir, on se comprend très bien. C'est-à-dire qu'à travers ELECAM, à travers notamment un certain dispositif de l'appareil répressif et même idéologique qui entoure et concourt et structure le dispositif qui va vers les élections dans notre pays, je n'imagine pas le système en place en train de travailler pour concéder ou céder quelques factions de pouvoir, que ce soit à l'opposition, si cette opposition-là ne manifeste pas un zèle à une certaine volonté à justement revendiquer ces faveurs-là. Même pas ces faveurs, ces droits. Parce qu'en réalité, ce sont des droits qui font qu'aujourd'hui, quand nous revendiquons un code électoral consensuel, c'est un droit pour chaque Camerounais de se dire, il faudrait que, en mettant mon bulletin dans l'urne, que je sache au moins que cela peut compter parce qu'il est l'émanation de ma volonté. Oui. Et il faudrait donc qu'un certain nombre de structures ou d'éléments institutionnels accompagnent cela en toute neutralité. Si nous ne luttons donc pas, peut-être le terme lutter est très fort, mais si nous, véritablement, on ne s'active pas à contraindre ce pouvoir perpétuel, à aller dans ce sens-là, il me semble qu'on restera dans les mêmes joutes, on va parloter, on va verser dans la rhétorique, mais rien ne va avancer. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec merci. Oui, voilà. Vous aurez l'occasion de réagir, je vous en prie. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, revenons peut-être pour sortir finalement de ce sujet sur ces diasporas camerounaises. On est d'accord que la question de la double nationalité n'est pas toujours admise au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas voir en cela une forme d'exaspération de ces diasporas-là qui décident de l'exprimer comme ça pour ceux qui ont de la sympathie pour les intolérants et les violents qui arracheraient des acquis démocratiques par la violence. On l'a pas dit, personne n'a parlé de violence. Mais si, personne n'a parlé de violence. Vous trouvez une légitimité à la base. Personne n'a parlé de violence. Je vous prends un témoin. Il faut qu'il retire ce vocal-là. Parce que comme nous sommes dans un système répressif, au sorti de vos studios, ce sont ses amis qui seront les premiers à intervenir. Vous avez compris, vous n'avez pas parlé de violence. Nous ne sommes pas une dictature, sinon vous n'irez pas de studio à studio, critiquer, dire tout ce que vous racontez tous les jours. Non, nous ne sommes pas en dictature. Ce que je veux dire, c'est que vous évoquez là un sujet, par exemple, la double nationalité et le droit de vote de la diaspora. Oui. Est-ce que c'est en saccageant les ambassades que la diaspora vote à l'étranger aujourd'hui? Non. La double nationalité, ce n'est pas en saccageant les ambassades, en organisant des manifestations illégales en Europe, réprimées violemment par les polices européennes. Ce n'est pas comme ça que les autorités camerounaises vont entendre ces messages, ces demandes, qui sont légitimes. Qui sont légitimes. Et je le redis, personne n'a le monopole de ces revendications. La double nationalité, le droit de vote, c'est un combat que nous, au RDPC, étant à la diaspora, contre nos camarades. Vous n'avez mené aucun combat, c'est ça contre nos... Au RDPC, vous ne menez aucun combat à l'intérieur, c'est ça l'imposture. Vous pouvez le dire. Arrêtez, on en a marre. Alors, vous êtes un jeune militant. Je ne milite nulle part. Alors, vous militez. Jean-Baptiste Atemengue, vous êtes sympathisant du MRC, il faut aller prendre votre carte. Je suis sympathisant également pour M. Limbi, pour une. Bien sûr. Prenez donc une carte. David Eboutou. Nous sommes des militants. Laissez-nous faire la politique. Vous ne pouvez pas débattre avec des hommes. Je vous en prie. Alors que vous n'êtes ni intellectuel ni politique. Vous débattez avec des hommes politiques. On défend des partis politiques. Alors, ce que je veux dire, c'est que la double nationalité, le droit de vote, nous au RDPC, on s'est engagé depuis plus de 20 ans contre la vie, ça ne fait pas l'unanimité au sein du RDPC, contre la vie de beaucoup de nos camarades ici au pays. Et nous avons pu obtenir, apparaît en 2009, que le chef de l'État avance lors d'une grande réception où il a reçu plus de 1000 membres de la diaspora à Pavillon Dauphine. Et on a avancé, la double nationalité n'est pas encore arrivée, mais ça demeure une revendication légitime que nous, au RDPC, pas tout le monde, je suis d'accord, mais moi, je soutiens et je demande ça, depuis. Mais par contre, la diaspora, il faut qu'on soit clair. La diaspora est diverse. L'essentiel de la diaspora ne fait pas de politique. Elle ne demande qu'à venir être utile à leur pays d'origine. Bien sûr. Voilà, des enseignants, des médecins, des universitaires. C'est aux dirigeants camerounais de mettre en œuvre
tout ce qu'il faut pour que ces gens puissent s'épanouir ici. Ça, c'est une revendication légitime. Ceux qui ne sont même pas d'accord avec le RDPC, qui critiquent, viennent ici. Mais ces intolérants, je peux vous dire, parce que je les ai pratiqués, si vous rencontrez l'un d'eux, vous lui dites que vous avez 1 million d'euros, que vous voulez investir au Cameroun, ils vont vous en dissuader. Tout leur tract, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils écrivent partout en Europe, c'est pour dire personne ne doit mettre les pieds. Ce sont des ennemis des Camerounais qui vivent ici. Ce sont des ennemis. Mais je vous dis ce que je sais. Ce sont les ennemis des Camerounais d'ici. Il n'y a aucune sympathie qu'un Camerounais d'ici peut avoir vis-à-vis de... Parce qu'une parole crédible ne peut venir... Parce que ce qu'ils font là, ce qu'ils ont fait samedi... Ils nous ont habitués au mensonge permanent. Vous pensez que ce qu'ils ont fait... c'est M. Atemele qui viendra dire une parole de vérité ici. Écoutez, il ne s'agit pas de vérité. Ce qu'ils ont fait samedi et que la police a dû réagir et qu'ils font venir des journalistes. Attention, la police n'a pas simplement réagi dans un seul cas. Nous avons eu les militants du RDPC être arrêtés avec violence. Les militants du RDPC avaient une autorisation légale de manifester. Mais quand vous voyez ça, vous pensez que c'est ça qui va faire venir un investisseur au Cameroun? Vous pensez que c'est ça qui va faire venir un autre membre de la diaspora qui voit que le Cameroun, on ne sait plus où ça va pour investir ici? Et qu'ont besoin des Camerounais d'ici? Des investisseurs, de l'argent, de l'assistance ne serait-ce que sociale de leurs membres de la diaspora, en toute paix, et qu'ils prennent l'avion et qu'ils viennent ici. Ils viennent ici, même s'ils sont contre le régime, ils viennent ici. Célestin Djamben qui est responsable, il a soutenu sa thèse, il est rentré ici, il a été recruté à l'université. Tous ces gens, on veut qu'ils viennent, même s'ils ne sont pas d'accord avec le RDPC, que tous les Camerounais de l'étranger viennent ici investir pour l'intérêt des populations. Mais cette minorité d'intolérants et de tribalistes, ethnofascistes et tout, ils sont les ennemis du Cameroun. Il faut en être clair. Moi, je trouve même que c'est la tolérance de notre système qui fait que ce type de personnes, on les laisse proliférer comme ça. Alors justement, c'est parce que nous sommes tolérants. Si on n'était pas tolérants, c'était un autre régime, ça ne serait pas comme ça. Oui, je vous donne 30 secondes à tous les deux pour réagir. Et après, on passe au deuxième sujet. Je voudrais prendre à témoin les téléspectateurs pour remarquer que l'intolérant sur ce plateau, c'est bel et bien M. Atemele. Monsieur Atemele. Parce que vous me prêtez des qualités imaginaires. Monsieur Atemele. Vous n'allez pas me rendre intolérant. Écoutez-moi très bien, Monsieur Atemele. Je ne suis ni militant, ni sympathisant jusqu'à l'heure d'aucune formation politique au Cameroun. J'ai ma casquette d'intellectuel de gauche. Je suis chercheur en relations internationales. Et c'est en cela que j'agis sur ce plateau aujourd'hui. Et je lis les articles dans les revues. Je vous en prie. Je ne débat pas avec les intellectuels en politique. Vous êtes intellectuel, je n'ai rien à débattre avec vous. Et donc je suis en train de vous dire. Moi, je n'ai rien à dire à vous dire. Quand je suis sur le champ intellectuel, je suis à l'université. Quand je suis en politique, je parle aux politiques. Moi, je suis militant. Je ne sais pas quelle leçon un intellectuel de gauche va venir dire à un responsable. Tout en remerciant M. Midi de m'avoir prêté 30 secondes, je conclus donc en disant que il me semble que il va justement falloir en finir dans ce pays avec une certaine imposture. Et l'imposture sur ce plateau, les téléspectateurs savent d'où elle vient. 37 ans. De tous les mots qu'on a semblé jeter à l'opposition aujourd'hui, tout le monde sait d'où ces mots tirent leur nid et leur postulat. Du Cameroun. Il me semble donc pas. Il ne me semble donc pas nécessaire de venir. Ça vient de lui aussi. Bizi, je vous remercie. Bien. Comme tu étais ministre de ce pays, il en fait pas. Allez-y. Pour être vraiment objectif, au-delà de tous les clivages, il faut, dans une certaine mesure, reconnaître avec M. David Tegboutou, quand même qu'en 37 ans, on ne peut pas comprendre que les textes qui régissent la nationalité ne permettent pas aux Camerounais de jouir de ce droit fondamental. On ne peut pas comprendre que même la Constitution se retrouve en train, nous soyons à cheval entre un certain nombre de constitutions. On ne peut pas comprendre qu'on ait un cadre normatif aporétique, désuet et obsolète dans tous les domaines, même dans le domaine de la lutte contre la corruption. On ne peut également pas comprendre que... Oui, il y a une certaine évolution, mais elle est extrêmement lente. Et ça nous pose un certain nombre de problèmes. C'est la raison pour laquelle... Les fondamentaux sont en place, je pense. C'est pas le comme les fondamentaux de la décentralisation. Mais naturellement, il faut comprendre que si les Camerounais aujourd'hui se lèvent du nord au sud, de l'est à l'ouest, si les Camerounais aujourd'hui se lèvent à l'étranger, c'est parce qu'il y a une frustration. Ceux de l'étranger ont des frustrations en rapport avec l'environnement dans lequel ils se trouvent et le cadre normatif qui régit leur situation. Ceux du Cameroun ont également des frustrations en rapport avec
la gouvernance qui est implémentée, le comportement des autorités administratives, avec tout ce que cela comporte. Nous avons vu déjà pendant la campagne présidentielle comment les choses se sont passées. Nous savons comment les sous-préfets se comportent, nous savons comment les préfets se comportent. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ces événements nous interpellent. Tant en ce qui concerne l'opposition qu'en ce qui concerne ceux qui sont au pouvoir. Pour ceux qui sont au pouvoir, il est aussi question de faire un peu son mea culpa. Oui. Il est question de prendre la mesure de ce qui s'est produit afin de commencer à procéder à un certain nombre de réajustements pour nous éviter l'escalade. Mais du côté de l'opposition, il est aussi question à un moment donné de faire preuve de tolérance et de responsabilité. Voilà. Parce que responsabilité, on vous a compris. Merci. Je pense que ce sera en tout cas le dernier mot et ce qu'il faudra retenir pour ce débat. Permettez qu'on évolue, monsieur Atemengue, je vous en prie. Allez, on prend juste cette légère transition. On se retrouve derrière pour la deuxième thématique du jour. Alors, plus d'un mois après la descente du Premier ministre chef du gouvernement, mandaté par le président de la République dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour porter l'offre de dialogue aux populations de ces deux régions, force est de constater bien, que le climat de tension n'a toujours pas baissé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour preuve, samedi dernier, le chairman du Social Democratic Front, John Fundi, a été kidnappé par un groupe de personnes se revendiquant de la rébellion anglophone ambazonienne. Deuxième enlèvement en 2 mois pour le leader du Social Democratic Front, Jean-Baptiste Atemengue. John Fundi est quand même le principal leader de l'opposition jusqu'ici. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de ce nouveau rapt? Parce qu'il faut dire, nous sommes quand même en deuxième, ce qui devient, il faut le dire, assez inquiétant quand même. Non, que ce soit, c'est un climat général, donc que ce soit le principal parti de l'opposition ou que ce soit tous les la autres. Personne de John Fundi. Quelle que soit la personne, ce n'est pas une bonne chose, cet usage de la violence. Oui. Je pense que pour ce qui concerne le leader de l'opposition, c'est devenu une forme de communication entre ceux qui l'enlèvent et lui. Mais à chaque fois qu'on l'enlève, évidemment, il y a des craintes. Parce qu'on ne sait pas pour combien de temps ni en contrepartie de quoi il pourrait le libérer. Donc quand ça se termine bien, c'est-à-dire qu'il sort de là indemne, c'est tant mieux. Mais c'est un climat général. Je crois que les solutions, il faut les chercher de part et d'autre. Oui. Mais la priorité, c'est effectivement que ceux qui ont pris les armes les déposent. Oui. Et qu'on discute de façon pacifique, républicaine entre Camerounais. La conception que vraiment profondément nous avons de la fraternité n'est pas celle-là. N'est pas celle-là entre Camerounais. Je ne me sens pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau. C'est pour ça qu'il y a une certaine incompréhension de tout cela, même dès le départ. Et peut-être même incompréhension, panique. Oui. Parce qu'à la limite, on ne comprend pas comment un frère serait... ça nous arrive dans des familles, que du jour au lendemain, quelqu'un prenne la machette et dit, moi je... Bon, là, c'est une incompréhension qui nous envahit, parce qu'on ne sait pas... pourquoi on en arrive là, et ensuite faire marche arrière est souvent très difficile, puisque là on ne sait plus si ceux-mêmes qui ont incité tout ceci au départ contrôlent encore tout ce qui se passe là-bas, et donc c'est très difficile pour les frères qui ont dû quitter là-bas. Donc il faut trouver des solutions pour que ces gens reviennent à la raison. Alors, Émile Bindi, ceci se tient au moment où le président de la République s'est engagé sur la dynamique du dialogue, à l'ère où il faudra déterminer les acteurs qui devront participer à cette table de négociation. John Fundi semble se positionner comme l'un des médiateurs crédibles avec lequel les séparatistes ont bien envie de discuter, arrêté à 2 reprises puis libéré par la suite. Est-ce que la place du chairman n'est pas décisive pour la tenue de ce dialogue national inclusif? Je rappelle qu'il avait lui-même d'ailleurs réclamé ce poste. C'était proposé. Voilà, il s'était proposé. Voilà, merci. Il s'était proposé en tant que médiateur dans le cadre de ce dialogue national inclusif. Bien, il faut bien distinguer déjà entre le médiateur et les différents acteurs. Oui.
Le médiateur étant celui qui facilite la mise en place du dialogue et puis l'échange entre les différents acteurs du dialogue. Lorsqu'on regarde un tout petit peu la question de l'enlèvement du chairman, il faut dire que cet enlèvement ne se justifie pas sur le plan économique. Parce qu'en réalité, de ce côté, on parle des bénéfices du crime. Mais il ne se justifie pas parce qu'on ne parle pas de rançon. Il ne se justifie pas sur le plan politique. Parce que, justement, quelque part, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on recherche derrière cet enlèvement. Est-ce qu'il est question de faire pression sur le gouvernement de Yaoundé? Est-ce qu'il est question de faire fléchir certaines positions politiques? Est-ce qu'il est question de montrer qu'on a dans le rapport de force une certaine position? On ne voit pas très clair là-dedans. Et même sur le plan stratégique, cela ne s'explique pas. Voilà pourquoi, quelque part... Alors une fois libéré, là c'est pour mettre de l'eau à votre moulin, une fois libéré, le chairman raconte que ses ravisseurs lui demandent notamment, et cela a été l'objet de son premier enlèvement, de retirer ses députés, je vais dire ses parlementaires, sénateurs comme députés du Parlement. Comment est-ce que vous percevez cette démarche des enlèvements? Alors, justement, j'en viens. Pour dire que lorsqu'on a fait le tour et qu'on se rend compte effectivement qu'aucune de ces raisons n'est valable, on se pose un certain nombre de questions en rapport avec cet enlèvement. Il faut dire qu'au début de cette crise, le SDF s'est solidarisé de ces différents mouvements. Et nous avons vu à l'Assemblée nationale, de se solidariser de la crise anglophone. La crise anglophone, des revendications de départ. Des revendications du départ. Et nous avons vu à l'Assemblée nationale un ensemble d'actes qui ont été posés et un certain nombre de choses. Le SDF est porteur d'un projet fédéraliste qui initialement côtoyait de manière très contiguë le projet sécessionniste. Et il va donc sans dire qu'on avait l'impression qu'il faisait tandem. Maintenant, est-ce que se proposer comme médiateur, c'est également à un moment donné se proposer comme une personne neutre, qui ne prend pas parti? Est-ce qu'il s'agirait donc d'une mise en scène qui serait faite par le chairman afin de démontrer clairement que afin d'éloigner les soupçons de collusion qu'il pourrait y avoir entre lui et un camp pour mieux affirmer sa neutralité en tant que futur médiateur? Donc, il aurait prémédité son enlèvement. On se pose véritablement cette question, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se disent bon d'accord, ce sont de vrais faux enlèvements et bien d'autres choses. Vous y croyez, vous? Sincèrement, nous attendons encore. Nous attendons que les voix autorisées du SDF nous disent clairement. Deuxième chose, vous avez évoqué les revendications des sécessionnistes. Ces revendications démontrent clairement qu'il y a une volonté de rallier totalement le SDF à la cause sécessionniste en retirant les députés de l'Assemblée nationale. Cela suppose donc clairement une séparation avec la République du Cameroun. C'est ce qu'ils sont purement et simplement en train de demander. Or, ce serait pour un parti comme le SDF, ce serait quelque chose d'inacceptable. Ce serait quelque chose de difficile, ce serait quelque chose même d'incompréhensible. Ces députés sont des députés de la nation camerounaise. Ils ne peuvent pas tout de go comme ça renoncer à cette nationalité sous le prétexte d'une solidarité avec une cause qui de plus en plus échappe aux différents protagonistes. On vous a compris. Alors David Eboutou, il faut dire que ceci intervient au moment où le département fédéral des affaires étrangères a indiqué que la Suisse avait été mandatée pour faciliter le processus de négociation, faciliter, du moins positionner la Suisse comme étant l'un de ses médiateurs du dialogue. Quelles sont les chances d'une médiation helvétique dans ce processus du dialogue qui a été engagé par le Premier ministre? D'abord, il faut reconnaître que la Suisse s'est inscrite depuis longtemps sur le champ des médiations internationales, notamment dans le couloir diplomatique. Aujourd'hui, la Suisse fait un peu autorité dans ce domaine-là. La Suisse a aujourd'hui près de 20 ans d'implication en termes de négociations de couloir, dont elle peut se targuer aujourd'hui. Et si vous avez suivi la dernière sortie du département à la communication des Nations Unies, de l'ONU, ils reconnaissent que effectivement la Suisse, depuis quelques temps déjà, s'est illustrée
dans son apport en termes de comme facilitateur dans la recherche d'un certain nombre de solutionnements pour le retour à une désescalade quelconque dans certaines parties du monde. Et en cela, aujourd'hui, on peut donc saluer le fait qu'un médiateur reconnu internationalement pour ses atouts de facilitateur invétéré puisse s'immiscer dans cette crise-là. La Suisse est aussi connue comme un pays neutre. Oui. Est-ce que cela ne serait pas un atout? Alors, on peut trouver quelques collusions dans la neutralité, parce que pourquoi, par exemple, le président de la République, depuis une vingtaine d'années, a pris ses quartiers, ses habitudes à Genève, en Suisse. On peut trouver là quelques collusions, et pour interroger maintenant la neutralité, cette fois-là entre guillemets, de la Suisse. Mais je finissais le premier pendant de votre question en disant quand même qu'il me semble qu'il faut saluer cette entrée en scène de la Suisse, dont on pouvait déjà voir depuis au moins un an. Aujourd'hui, avec l'arrivée, il y a quelque temps, il y a près d'un an de cela, de la déléguée fédérale au plurilinguisme suisse, dont la visite elle-même a été suivie par celle de l'ambassadeur suisse au Cameroun, qui a été reçu par le président de la République. Et donc, j'imagine que nous étions déjà là dans les préalables, allant dans le sens effectivement de donner quitus à la Suisse pour organiser cette médiation qui jusqu'alors se passe véritablement dans une discrétion qui n'a été révélé que grâce à la sortie du Conseil fédéral suisse, qui a révélé le Conseil fédéral des affaires étrangères, qui a finalement révélé effectivement que le gouvernement suisse était impliqué dans un certain nombre de négociations, mais également on peut se dire que cette médiation est en train de a été certainement entamée avec quelques issues comment dire, de crédibilité, simplement parce que quand vous regardez la faction dite radicaliste anglophone aujourd'hui qui a communiqué, je convoque quelqu'un qui est un relais important de la faction sécessionniste, Marc Beretta, qui a communiqué sur sa page Facebook, qui a révélé effectivement que quelques acteurs sécessionnistes résidant aux États-Unis se trouvent dans la capitale suisse depuis quelques temps pour quelques négociations avec Yaoundé. Il n'en a pas dit plus, mais avec ces éléments-là, on pourrait commencer à se dire qu'il y a des préalables aujourd'hui qui sont jetés comme ça pour aller vers une organisation cette fois-là plus concrète, parce que au-delà de cette implication suisse aujourd'hui, il y a que, si on parle véritablement de dialogue aujourd'hui en ce qui concerne la crise plurielle qui règne au Cameroun, il y a des acteurs qui devraient absolument en faire partie. Et parmi ces acteurs-là, je vois des gens comme le professeur Maurice Kamto, je vois quelques prisonniers politiques, je vois quelques acteurs politiques même de la scène qui ne sont pas embastillés, qui doivent nécessairement prendre part à ce dialogue. Donc, il ne pourrait pas toujours rester secret. Il ne pourrait pas toujours rester dans la diplomatie des couloirs. Il faudrait bien que cela se soit inscrit dans un préalable au véritable dialogue que nous attendons cette fois, pas à Genève, mais au Cameroun. Alors, Jean-Baptiste Attemengue, la Suisse dit avoir engagé d'ores et déjà des discussions avec certaines formations politiques et même certains opposants à l'étranger. Dans un communiqué signé par le deuxième vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce dernier dit douter de la représentativité des intermédiaires avec lesquels le gouvernement suisse aurait engagé des discussions. Il y a également cette sortie, il faut le dire, des leaders ambazoniens qui se trouvent du côté de la prison centrale de Kodengui, qui ont immédiatement rejeté la médiation helvétique. Le MRC sceptique, les ambazoniens qui n'en veulent pas beaucoup. Est-ce que cela ne peut pas déjà être considéré comme un doute sur la sincérité du dialogue qui va être engagé? Non, mais c'est pas un doute, c'est un problème d'interlocuteur. Je crois que c'est d'abord de la communication, parce que vous voyez, c'est comme la scène politique camerounaise. Vous avez 300 partis politiques, et il y en a, quand vous les écoutez parler au nom du peuple, vous pouvez penser qu'ils représentent 2 personnes, alors qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Donc, dans le paysage de ceux qui se réclament de cette opposition armée, on ne peut pas, ils n'ont pas organisé d'élection là-bas. Je ne sais pas qui représente qui a la même mise sur ceux qui agissent sur le terrain. Donc il est normal que ceux qui sont enfermés ici, qui
n'ont peut-être pas la même liberté de négocier aujourd'hui que les autres rejettent, parce que eux, ils voudraient peut-être qu'on les libère d'abord et qu'ils viennent s'asseoir aussi autour de la table. Donc je trouve que c'est de bonne guerre. Mais le plus important, c'est aux autorités et aux négociateurs d'apprécier progressivement qui peut impacter la situation sur le terrain. Et en tout état de cause, pour ce genre de situation, on ne contrôle jamais tout. Mais il est important d'aller s'asseoir avec la majorité pour qu'il y ait des escalades. Et s'il y a une minorité d'extrémistes, des dissidents, ça arrive dans ce genre de négociations. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, du fait de leur implication sur la scène politique, devraient normalement être convoquées à cette table de discussion, par exemple? Bon, c'est un sujet politique national, mais en même temps, je crois que... Vous parlez de Maurice Kamto tout à l'heure. Certains évoquent même le leader ambazonien. Mais je ne vois pas le rapport entre Maurice Kamto et les ambazoniens. Le dialogue national. Il y a un chef de l'État qui a été élu. Il y a l'État, l'appareil d'État, qui négocie, qui a engagé des pourparlers visiblement avec des représentants de cette tendance qui s'est radicalisée. Mais je ne vois pas pourquoi les autres leaders politiques qui ne gèrent pas l'État, qui n'ont pas en responsabilité de gérer l'État, s'impliqueraient à ce niveau. Maintenant, s'il faut... Est-ce que les sécessionnistes, eux, ils gèrent l'État? S'il faut... Non, je veux dire sécessionnistes avec l'État. Maintenant, s'il faut élargir cela pour un mieux vivre ensemble, là, c'est une autre assise, c'est un autre problème, parce que la situation du Cameroun aujourd'hui, il faut le dire, connaît une crise de ce vivre ensemble. Donc au-delà, et là ça concerne M. Kamto qui a ramené le tribalisme sur la scène politique, le vivre ensemble, ça exigerait qu'il vienne à la table de négociation et que nous tous on s'entende sur les nouvelles règles de fonctionnement. Là il a entièrement sa place, qu'il dise à son bras armé, la basse, que non, ce n'est pas comme ça qu'on va construire une république. Et que pour construire une république où on se tolère, où on discute des vrais problèmes des Camerounais, il faut la paix et pas la violence. Donc là, ce vivre ensemble qui serait nouveau, qui aboutirait à un nouveau pacte républicain, parce qu'il s'agit des valeurs républicaines, la fraternité, la solidarité nationale, que les gens ne tirent pas que vers leur nombril tout ce qu'ils pensent être à eux, qu'on pense aux autres, à toutes les régions, à ceux qui véritablement ont besoin de solidarité. Je pense que là, ces assises-là, il y aurait besoin que tous les acteurs politiques viennent. Alors merci. Émile Bédi, il faut quand même dire que avant cette autre sortie, les leaders ambazoniens en avaient également fait une autre au sujet des préalables du dialogue. Ils proposaient par exemple la médiation de l'Organisation des Nations Unies avec comme observateurs la France et l'Angleterre, qui ont quand même un lien historique avec le Cameroun, contrairement à la Suisse. Est-ce que cela ne vous semble pas un peu juste? Bien. S'agissant de cette question de crise, s'agissant de la crise anglophone et même de ces mouvements sécessionnistes, lorsque vous parlez de justesse, de la présence de ces instances internationales, il faut dire que vous n'avez pas totalement tort. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a une dimension occulte, dissimulée de cette crise, qui fait intervenir des acteurs non étatiques qui se retrouvent être dans ces pays que vous évoquez là. Ceci impacte forcément non seulement sur le lieu où doit se tenir le dialogue, le cadre du dialogue et les personnes qui sont invitées à la table du dialogue. Il faut bien comprendre que les acteurs qui au Cameroun s'étripent, prennent les armes, tirent les uns sur les autres, ne sont en réalité que ceux qui ont la main dans la pâte. Les vrais donneurs d'ordre, ceux qui ont les pieds sous la table, sont à l'étranger et sont même insoupçonnables et même insoupçonnés. Il faut dire qu'il y a des considérations géopolitiques qui rentrent dans cette affaire et d'une manière ou d'une autre, on n'est pas loin. La thèse de l'instrumentalisation, on n'est pas loin de penser à cela.
Les mouvements ont commencé depuis 2013. On a vu un certain nombre de choses se faire. On a vu un certain nombre de chancelleries. On a vu à un moment donné un certain nombre de gouvernements se mobiliser pour faire un certain nombre de choses. D'une manière ou d'une autre, les financements et toute la logistique intellectuelle, avec tout ce que cela comporte et autres, ne sont pas toujours d'émanation camerounaise. Et on peut donc comprendre que de ce côté-là, le dialogue se fasse en Suisse avec les véritables commanditaires de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Cela peut donc frustrer les Camerounais qui voulaient profiter de cette situation pour mettre sur la table le projet d'une vaste conférence nationale souveraine. Parce que lorsque vous écoutez les différents acteurs qui sont sur la place publique, tous parlent de dialogue inclusif et autres, mais lorsque vous écoutez, on demande que tous les acteurs soient tout autour de la table. On a l'impression qu'on est en train d'agiter le spectre de la conférence nationale souveraine, qui ne serait pas une mauvaise chose, qui permettrait dans une certaine mesure de rebâtir le contrat social, de revoir tout ce qu'il y a à faire, de décider même de la survie de notre pays en tant que qu'entité et de bien d'autres choses. Mais ce qu'il faut dire dans ce cadre, c'est que véritablement, je pense que les prémices que nous sommes en train de voir doivent nécessairement déboucher sur quelque chose. N'en déplaise aux acteurs qui, ici, ont l'impression d'avoir été oubliés. Je pense que le chef de l'État et sa délégation discutent avec les véritables personnes, celles qui financent cette affaire, celles qui encadrent cette affaire et autres, et non les exécutants qui sont ici et qui appartiennent aux différentes formations politiques et qui plus ou moins sont abrités même dans des locaux appartenant à ceux qui financent la sécession, et nous savons de qui nous parlons. Alors, pour un dernier tour de table, David. Oui, je voudrais rapidement... Ce sera votre dernier propos sur... si vous voulez. Non, tout en étant d'accord avec une partie du développement de M. Binzi, je voudrais simplement élargir son propos en disant qu'il me semble qu'aujourd'hui, la crise que traverse le Cameroun est devenue plurielle. Elle n'est plus simplement confinée à la simple crise anglophone. Il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui une crise qui est subséquente à la dernière élection présidentielle et dont un certain nombre d'acteurs continuent effectivement de s'y greffer pour penser effectivement que les exactions encourues aujourd'hui sont le fait d'une malorganisation, d'une fraude et même plus loin d'un code électoral qui n'a pas favorisé un jeu assez équitable et clair. Et parallèlement, il y a avec des incursions au nord, au Grand Nord, à l'extrême nord, et même à l'est du Cameroun, avec les incursions sporadiques des mouvements rebelles de ce côté-là, on comprend que c'est une bonne partie de notre pays qui est en crise aujourd'hui. Et donc, il ne me semble pas nécessaire de tabler donc sur une partie des problèmes. Sinon, les autres pourraient revenir. Et ça pourrait donc nous mettre dans une dédale, dans une spirale interminable. Donc, c'est en cela... vider toute la... Je suis donc d'accord avec le prétexte pour vider toute la crise. Et vider toute la crise signifie donc aujourd'hui organiser un vaste cadre national d'assises qui mettrait tout le monde autour d'une table afin qu'on discute véritablement de l'ensemble de toutes ces problématiques-là qui font qu'aujourd'hui, le Cameroun ne décolle pas. Parce que, je sors par là, permettez... Donc le débat, il n'est pas uniquement centré sur la crise anglophone. Pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas partisan de cette thèse-là. Voilà. Il faudrait élargir, parce qu'aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que la crise aujourd'hui au Cameroun est devenue plurielle. Et il faudrait intégrer toutes ces crises-là qui sont à la fois politiques, culturelle et humanitaire pour que effectivement on aille vers une désescalade véritable. Donc en sortant, je voudrais simplement inviter en termes de proposition qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre d'axes qui vont dans le sens de travailler en termes de ces préalables que nous commençons à voir. J'ai salué tout à l'heure le premier préalable dont parlait M. Billy. Le préalable suisse, je préfère appeler ça comme ça, ce n'est pas en soi un dialogue, c'est un préalable à la discussion que nous attendons. Alors c'est un bon préalable simplement parce que effectivement il y a des tendances aujourd'hui comme celle sécessionniste dont on peut, je suis d'accord avec lui, dont les principaux responsables occultes aujourd'hui se retrouvent aux États-Unis et autres aujourd'hui ont accepté de venir prendre part à la table de négociation. Mais il y a également d'autres acteurs qui se greffent à celles qui sont encore ici. Au-delà, il y a une initiative qui continue à être bloquée
par l'administration territoriale, les amis de M. Atemengue, qui n'ont pas toujours donné l'autorisation à cette belle initiative qui pourrait être un bon prétexte également à ce qu'on a appelé la conférence générale anglophone, qui a été une initiative pensée par les cardinals Toumi et autres leaders religieux, qui auraient pu discuter entre eux et qui, j'ai suivi le porte-parole de cette conférence-là, Eli Smith, qui rappelait que c'était au départ une idée qui devait mettre sur pied et autour de la table un certain nombre de fils et de filles qui sont directement partie prenante dans cette crise-là, et au sortir de ce dialogue-là, ils prendraient simplement les résolutions pour les remettre au président de la République. Oui. Cela aurait pu contribuer un bon prétexte, un bon préalable pour aller vers le grand dialogue qui viendrait donc couronner tout ceci à la fin. Mais il me semble que parmi les amis de M. Atemengue, il y a là-bas quelques faucons, quelques radicaux qui continuent de penser que ces préalables ne doivent même pas exister. Pourquoi? Et je sors par là parce que également, nous ne l'avons pas dit ici, cette crise est également devenue une crise de gros intérêts. Il y a des gens qui s'enrichissent et qui ont intérêt à aller interroger l'économie de la guerre. Il y a des gens qui prennent plaisir aujourd'hui à instrumentaliser un certain nombre de pans de cette crise-là, interroger tout l'ensemble de l'appareil répressif, et vous verrez que au lendemain de cette crise-là, il y aura de nouveaux riches au Cameroun qui feront partie des éléments de l'armée, des gars de la présidence, etc. Parce que justement, on aura entretenu un certain nombre de faits qu'on aura grossi pour des fins, non pas des résolutions de cette crise-là, mais pour des fins strictement pécuniaires et matérialistes. Jean-Baptiste Atemengue, sur la question du dialogue intra-anglophone qui a été sollicité par la All Anglophone Conference du cardinal Christian Toumi, d'après vous, pourquoi est-ce que cela tarde véritablement à s'implémenter? Et en deuxième partie, vous parlerez peut-être, vous reviendrez, hein, peut-être si vous le voulez bien, sur la question de la médiation suisse, et des chances pour aboutir véritablement à un consensus. Vraiment, à titre personnel, je ne parle pas au nom du MINAT. Je me méfie de tout ce qui tend à consolider un communautarisme très poussé, très avancé avec cette crise. Oui. Alors, soyez concret, on veut comprendre. Parce que quand on dit all anglophone, évidemment. Et quand vous, les élites de Ngoumou, vous réunissez souvent, c'est pas du communautarisme ça? Non. Vous appelez ça quoi? Non. Écoutez, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. La définition d'anglophone au Cameroun, on l'entend de deux façons. Les gens qui sont nés, population originaire du sud-ouest et du nord-ouest. Je crois que c'est cet entendement que le cardinal Toumi veut rassembler. Mais anglophone, il y en a de partout maintenant. Bon, et quand on dit originaire du nord-ouest, du sud-ouest, c'est qu'on détache ces deux régions qui certes ont une crise. Et si les élites de ces deux régions doivent s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on fait pour régler à notre niveau cette crise, comme s'il y avait une crise à l'Est et les élites de l'Est se réuniraient comme deux régions égales, ou disons des régions égales à toutes les autres régions du Cameroun. J'ai une vision totalement républicaine, peut-être de façon intégriste même, mais je me contente de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui. Je suis conscient qu'il y a des problèmes et qu'il faut déjà sortir de là pour qu'on avance un peu plus vite vers une république parfaite. Donc, il faut, et c'est cet équilibre qu'il faut maintenir. Si des élites se réunissent là-bas pour dire nous sommes nés de ces régions, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Et que ça ne tende pas, et qu'il n'y ait aucune connotation pour diviser ou tendre vers une différenciation entre les 8 autres régions et ces deux régions. Là, ça peut être une solution. Alors Jean-Baptiste, on a longtemps posé la question de savoir avec qui va-t-on dialoguer. Ce sera peut-être l'occasion d'identifier les personnes. Voilà. Deuxième chose justement, de la vision qui voudrait un large débat ou un dialogue inclusif, parce que même des gens qui ne peuvent pas gagner un poste de conseiller municipal attendent d'aller au dialogue pour avoir une place politique dans ce pays. Ceux qui ont perdu les élections parce que ça les a dépassés
attendre le faut faire attention, attention, alors, les libertés qui sont aujourd'hui sont le fruit de la tripartite, hein. Non. Il faut faire très attention. La tripartite était une réunion entre acteurs politiques, mais pas une conférence nationale sur votre argumentaire. C'était le gouvernement, la société civile, l'opposition. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux problématiques. Cette problématique que moi j'appelle celle du vivre ensemble, qui concerne toute la nation, qui ne mettrait en aucun cas les institutions républicaines, entre parenthèses, ni les avancées démocratiques qu'on a déjà connues en parenthèse. Ces assises du vivre ensemble auraient pour objectif de rassembler fraternellement les Camerounais pour qu'on ait ensemble, même sans être d'accord, mais qu'on tombe d'accord sur le minimum qu'il faut sauvegarder pour l'intérêt de tous les Camerounais. Ces assises concernent tout le monde. Mais quand vous écoutez les interlocuteurs qui relèvent de la crise du nord-ouest, du sud-ouest, c'est-à-dire les personnes violentes ou pas, issues de ces deux régions, ils ne vous parlent pas d'un dialogue national. Ils vous disent, nous avons un problème dans nos deux régions que nous voulons régler. Donc ils ne sont pas sur une même longueur d'onde que tous les autres acteurs qui attendent. Ils sont plus partis sur un dialogue entre francophones et anglophones. Non, ce n'est pas un dialogue entre francophones et anglophones. C'est un dialogue entre l'État et ses dissidents. D'accord. Ce n'est pas entre francophones et anglophones, c'est un dialogue entre l'État. Au sein de l'État, il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a tout. Il n'y a pas, le Cameroun n'est pas aujourd'hui divisé entre votre dernière réaction pour terminer. C'est entre les dissidents de ces deux régions et l'État. Et l'État, au sein de l'État, sont représentés les populations de ces deux régions d'ailleurs, dont l'État camerounais aujourd'hui fonctionne normalement avec tous les fils de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris les fils du nord-ouest, du sud-ouest. Ils sont au cœur de l'État. L'État est légitime et légal, mais il y a des dissidents dans ces deux régions qui ont pris les armes. C'est l'État qui doit discuter avec eux. Votre réaction, Émile, et on sort définitivement de ce débat. Dernière réaction. Je pense qu'il faudrait donner une chance à cette conférence de se tenir, afin qu'on sache réellement ce qui est dans le paquet. Parce que depuis trop longtemps, il y a comme une ambiguïté autour des prétentions de tous ceux qui sont présents dans ce champ et qui animent cette crise-là. Il y a également comme un ensemble de contradictions qui se retrouvent entre les propos de Sissoko, entre ceux de ses lieutenants, entre ceci, entre cela et ainsi de suite. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il faudra qu'il y ait une certaine unanimité du côté de ceux du côté des revendiquants du dialogue, afin qu'on sache réellement ce qui sera posé sur la table au niveau du Cameroun. Donc c'est un bon en dehors de cela. Moi je pense que c'est un bon préalable et qu'il ne faudrait pas jeter ce bébé avec l'eau du bain. Maintenant, il y a beaucoup de nostalgie de la tripartite. Et il y a beaucoup de nostalgiques de la tripartite qui voudraient voir vraiment cette tripartite revenir. C'est d'autant plus que nous sommes dans des atmosphères de fin de règne. Quoi qu'on dise, ce septennat, pour beaucoup, semble être le dernier. Et ce sera peut-être l'occasion de tourner la page. Les gens veulent, dans une certaine mesure, qu'avant qu'on ne tourne la page, on puisse laver totalement le linge sale en famille, afin que la troisième république soit une république où les Camerounais s'entendent, sont d'accord sur la forme de la table et peuvent avancer en se regardant les yeux dans les yeux. Maintenant, la manière de poser le problème, je pense quand même qu'elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'instrumentalisation de cette crise armée avec l'exploitation médiatique et politique de cela pour, avec des soupçons de récupération. De l'autre côté, il y a également aussi un besoin de récupération d'un certain nombre de choses. Je ne pense que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait poser le problème. Je crois qu'on a longtemps, on a assez avancé sous la cagoule. Et pour toutes les autres formations politiques qui souhaiteraient que d'une manière ou d'une autre, on s'asseye tous autour d'une table pour repenser ce pays, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais maintenant, il faut le dire clairement et il faudrait donc qu'on voit dans quelle mesure est-ce que ces éléments peuvent donc être greffés à ce dialogue inclusif au lieu de se retrouver en train de faire également de la politique par embuscade pour imiter une politique par embuscade dont nous sommes également victimes. Au faucon de ce parti. Mais ce que je ne comprends pas, votre mot faucon. Les faucons, ce sont
ceux en qui vous trouvez toute légitimité, qui usent de la violence en pleine démocratie. C'est pas l'État n'est pas l'État faucon. C'est ceux qui tiennent les répressifs aujourd'hui qui sont des militants de votre parti. Les faucons, c'est la cette crise. C'était cette crise n'aurait jamais dû s'aviser si les faucons c'est vrai qu'ils ont eu les faucons, c'est la base, les faucons, c'est les ambassadeurs. Le gouvernement est modéré. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Une fin un peu en cascade. On vous remercie une fois de plus de rester scotché à l'écoute des programmes de Humanitarian TV. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h pour une nouvelle émission avec de nouveaux panélistes. D'ici à là, portez-vous bien, mais surtout, restez scotchés sur nos programmes Humanitarian TV pour un monde meilleur. Bonsoir.